Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Daniel Ball, président du Crédit Mutuel. Bonjour. Bonjour. Votre duo avec Nicolas Terry a pris fin officiellement en avril. Enfin, il y a quelques jours. C'était quoi, il y a 2-3 jours? Le 5 avril. Ah bah voilà, c'était juste il y a quelques temps. Il était depuis 10 ans à la tête de l'entité. Vous êtes donc seul en scène désormais, mais élu. Alors seul, évidemment, vous avez... Non, seul en scène, non, parce que j'ai une belle équipe de direction générale autour de moi, heureusement. Qu'est-ce que ça change, ce changement de direction ? Je change de costume. Je veux dire, j'étais directeur général, donc j'étais en plein dans l'opérationnel. Je deviens président. Président d'une banque coopérative et mutualiste, c'est être également le représentant des sociétaires, et c'est les représentants des sociétaires qui m'ont élu président. Donc ça me donne la responsabilité de maintenir le cap, puisque bon, comme directeur général, avec Nicolas Terry, nous avions quand même un plan très clair, et notamment un plan stratégique que nous venions de lancer. Donc ça reste très, très important pour nous, et je suis confiant en la nouvelle direction générale pour mener ce plan bien à terme, et à moi de veiller à ce que les intérêts fondamentaux de l'entreprise, les intérêts fondamentaux des sociétaires, de veiller à ce que cette dimension sociale qu'a le Crédit Mutuel, cette dimension un petit peu révolutionnaire, de toujours remettre en cause un certain nombre de choses, reste la réalité. Donc j'ai cette mission-là et je l'assumerai, et j'ai surtout confiance, parce que le terme de seul n'est pas tout à fait adapté. D'abord, je ne suis pas seul ni à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, ni chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Il y a une équipe d'administrateurs autour de moi, et puis des équipes à la Confédération ou chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale de dirigeants exécutifs qui vont mener à terme ce plan stratégique ou le bon fonctionnement du Crédit Mutuel au plan national. Pour parler une seconde de la cuisine interne, avant de parler du contexte économique dans lequel vous allez travailler, vous avez été élu avec les voix du Crédit Mutuel Arkea. Oui. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est un symbole sur la grande réconciliation. Oui, la grande réconciliation a été signée le 3 mai 2023 avec un protocole d'accord pour un Crédit Mutuel uni et pluriel. J'ai clairement indiqué que je me reconnais parfaitement dans ce protocole, non seulement pour faire un effet de manche ou pour dire oui, ok, on a signé, on fait, mais parce que je crois vraiment que le Crédit Mutuel doit être uni, parce que c'est une belle marque, c'est une belle image, c'est une belle notion de banque coopérative et mutualiste, mais aussi pluriel, parce que d'une région à l'autre, nous avons nos spécificités, et ces spécificités sont véritablement une force pour le Crédit Mutuel. Je ne crois pas à la banque standard. Je sais bien que certains aimeraient bien de temps à autre qu'on soit tous standards, qu'on fasse tous la même chose. Non, nous sommes et nous devons rester une banque très différente. En tout cas, vous avez tous le même contexte économique, c'est celui des taux bancaires qui vont baisser. Les taux vont baisser. François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, l'a répété. On attend ça de la Banque centrale européenne sur la prochaine réunion du 6 juin. Vous l'attendez avec impatience, cette baisse de taux ? Nous, on ne l'attend pas vraiment avec impatience. De toute manière, on n'a pas à être impatient, on a juste à gérer la situation. Déjà, on voit que sur les marchés aujourd'hui, les taux sont stabilisés, voire une détente, y compris sur les prêts que nous accordons aux clients, notamment les prêts immobiliers. Le fait que la BCE soit arrivée à juguler l'inflation est une bonne chose, et qu'aujourd'hui ça permette une détente sur les taux, évidemment c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour l'économie, pour l'ensemble des agents économiques, qu'il s'agisse des particuliers, qu'il s'agisse des entreprises ou des professionnels, puisque cela permettra de nouveau de s'endetter plus facilement, et davantage d'endettement, c'est un élément très important pour la croissance. Sur l'immobilier, là, justement, un élément important sur la croissance et sur les finances publiques, on va en reparler, mais sur l'immobilier, là, vous voyez clairement, les dossiers reviennent, on a des financements qui sont plus faciles, on a des baisses de taux, vous proposez des taux inférieurs à ce qui était il y a quelques mois ? Les taux sont un peu inférieurs à ce qu'on a connu il y a quelques mois. Je pense que ça va encore baisser un peu. Maintenant, je serais bien prudent en disant que ça va fortement baisser. D'abord parce que même si les taux avaient fortement augmenté au cours des 2 dernières années, ils étaient restés à des niveaux qui sont quand même raisonnables par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 5 ou 10 ans. Donc oui, le fait qu'ils baissent un peu redonne un peu de confiance d'abord, mais donne également davantage de pouvoir d'achat. Ça, c'est assez mécanique puisque les échéances mensuelles diminuent, donc ça donne davantage de pouvoir d'achat. Le sujet peut-être, c'est que les prix de l'immobilier n'ont pas
tellement baissé finalement. On pensait qu'il baisserait davantage. Mais là, on est dans une contrainte qui est que d'une part, on a de l'immobilier neuf qui ne peut pas baisser, tout simplement parce que les coûts de production ont fortement augmenté depuis 3 ans. Et donc, ça stabilise également les prix de l'ancien. Mais je suis assez confiant là sur un redémarrage progressif de l'activité. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du marché. C'est une bonne nouvelle également pour les banques qui souhaitent évidemment prêter. Si les prix de l'immobilier repartent à la hausse, on va repartir dans un contexte similaire. Ce qui est un risque, dès que vous avez une baisse des taux. Oui, alors ça justement, il faudra peut-être le moduler. Je fais confiance aux banques déjà, qui vont continuer à avoir une activité de crédit responsable, qui ne vont pas... d'ailleurs, aujourd'hui, on respecte parfaitement un certain nombre de règles. On va continuer à les respecter. L'emballement des prix, on l'a connu, la baisse n'a pas été très forte, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une augmentation sensible des prix tout de suite. Conditions de financement qui ont également impacté les entreprises. On a vu les défaillances repartir à la hausse assez fortement ces derniers temps. Qu'est-ce que vous constatez dans vos réseaux ? Non, mais c'est clair que depuis le début de l'année, on a davantage de défaillances d'entreprises que ce qu'on a pu connaître en 2022 et en 2023. En 2022. Et ce sont les entreprises zombies, enfin celles dont on a dit qu'elles ont perduré grâce au PGE, grâce à la crise du Covid, ou il y a vraiment un problème ? Oui, c'est ça. Il y a du vrai. Un certain nombre d'entreprises ont vraiment pu profiter des aides massives qui ont été accordées par l'État et par les banques pendant la période du Covid. Bon, d'autres, tout simplement, sont aujourd'hui défaillantes parce qu'elles n'ont pas su se renouveler, parce que malheureusement, parfois, il y a un accident qui arrive, comme un client qui ne paye pas, et ça aussi, ça peut avoir des conséquences. Mais on n'est pas non plus dans un mouvement de fond avec des défaillances en chaîne. On a un certain nombre de défaillances. Ce que je note surtout aujourd'hui sur le marché de l'entreprise, et j'ai encore eu des entretiens récemment avec des chefs d'entreprise, c'est plutôt un certain attentisme. Aujourd'hui, les entreprises empruntent moins parce qu'elles sont très prudentes sur les investissements à réaliser. Donc là aussi, si les taux baissent et s'il y a un redémarrage de la croissance, ça facilitera également à nouveau l'investissement. Mais ça, c'est un mauvais indicateur économique. Une baisse de l'investissement, c'est mauvais pour l'avenir et la croissance à venir. C'est pas une bonne nouvelle, mais je suis convaincu que dans les mois qui viennent, avec la baisse des taux, on pourra redémarrer également dans ce domaine-là. Mais là, c'est une question de confiance. Et la confiance ne se décrète pas. Est-ce que vous êtes inquiet pour le niveau d'endettement, le niveau de déficit public de la France ? Est-ce que vous êtes inquiet pour notre financement sur les marchés ? Quel est votre point de vue ? Si je ne l'étais pas, je serais irresponsable. Et on voit bien que c'est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Et c'est un vrai sujet. Je veux dire, la dette publique aujourd'hui pèse. Et bon, finalement, on fait porter à nos enfants et à nos petits-enfants cette dette publique. Donc j'ai vu qu'un certain nombre de propositions sont faites, que la Cour des comptes semble assez dubitative par rapport aux propositions faites par le gouvernement. Elle demande beaucoup plus d'efforts pour arriver aux objectifs de déficit. À un moment, réduire les dépenses, ça dépend de quelles dépenses. Je pense qu'il y a des dépenses sur lesquelles on ne doit pas lésiner. Enfin, on ne peut plus lésiner sur les dépenses de santé, sur les dépenses de sécurité, sur les dépenses d'éducation, parce que vraiment, on sait qu'il y a des besoins très forts. Bon, moi, je suis chef d'entreprise. Je sais que lorsque j'ai à faire des gains de productivité, je dois regarder où je peux gagner en productivité, où je peux gagner en réduction de charges administratives, en réduction de strates. Bon, je n'ai pas donné de conseils au gouvernement, mais je pense qu'il y a sans doute dans ce domaine-là des gains à faire. Par contre, augmenter les impôts comme on l'entend, bon, sans doute, je peux comprendre que ça soit un débat politique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le niveau des impôts et des cotisations sociales en France est quand même très élevé par rapport à ce qu'on compare aux autres pays comparables d'Europe. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vous êtes une banque qui fait régulièrement des annonces sociétales. Vous aviez annoncé un dividende sociétal l'année dernière, si je me souviens bien. On l'a annoncé et surtout on le met en œuvre. Bah oui, mais j'espère bien. Mais c'était pour vous parler de Michelin que je vous disais ça, qui a annoncé ce matin un salaire décent pour ses 132 000 salariés. Ils définissent ça comme un niveau de vie minimum pour une famille de 4 enfants. Ils chiffrent à Paris, c'est 2 fois le SMIC. Par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est un peu moins. En Chine, c'est 70 000 yuan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on est reconnu comme étant socialement très, très avant-gardiste, avec des niveaux de salaire importants, des augmentations de salaire importantes, avec un niveau d'intéressement et de participation élevé. On a parlé il y a quelques instants du dividende sociétal, donc qui revient à mettre 15% de notre résultat net
au service du bien commun, mais nous mettons à peu près la même chose, 15% également, dans ce qu'on peut appeler le dividende salarié. Ça a été la prime de relance, ça a été l'intéressement à la participation. Bon, on est très vigilant à accompagner nos collaboratrices et collaborateurs. On sait bien que si nous avons des bons résultats, c'est également grâce à eux. Et puis, il y a un élément qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui, sur le marché de l'emploi. Exactement, sur le marché de l'emploi, il faut être attractif. Et je crois qu'aujourd'hui, le Crédit Mutuel est attractif sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup Daniel Bal d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.